Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec le docteur Arnaud Fersdorf, pédiatre et fondateur de pédiatreonline.fr, qui est un blog avec des informations sur la pédiatrie, et également aussi chroniqueur de l'émission La Maison des Maternelles sur France 5. Bonjour Arnaud. Bonjour Annabelle. Comment vous allez aujourd'hui ? Bien, vous êtes là et vous êtes tous là. Moi, ça me fait très plaisir d'être là. Super, nous aussi, on est très heureux d'être là. Il y a beaucoup de monde, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages à vocation pédiatrique pour accompagner les parents tout au long des premières années de leur bébé. Je rappelle votre ouvrage, cette fameuse Bible que certains ont peut-être lu, Bébé mode d'emploi, et ceux aussi plus thématiques que vous avez fait sur des problèmes un peu plus récurrents comme le sommeil chez les enfants ou encore la diversification alimentaire. Qu'est-ce qui vous a donné envie aujourd'hui d'écrire un ouvrage un petit peu différent sur l'éveil, et finalement ça sort un peu des sentiers battus de la pédiatrie et du domaine de votre pratique en fait de la médecine? Alors, merci à vous tous d'être là, je suis très touché. Le métier de pédiatre, c'est d'abord un métier merveilleux dont on ne se lasse pas. C'est un métier qui nous fait grandir. D'être parent, on grandit aussi au contact de ses enfants. Mais pédiatre, on est formé au début à pas grand-chose. On est formé avec des longues études, c'est sûr, pour être pédiatre réanimateur, ce que je suis. Je m'occupe de grands prématurés, j'ai été hospitalier et on apprend à faire des diagnostics très compliqués, etc. Bon, ça c'est bien, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier. Mais la pédiatrie, c'est pas que ça. La pédiatrie, c'est quand on voit un enfant qui arrive au cabinet ou en consultation avec des douleurs abdominales, avec des maux de tête, des céphalées, avec un problème de prise de poids, ou pourquoi pas un retard de prise de taille, avant de lancer tout un tas d'examens, on l'examine bien entendu, mais il est très important pour nous de savoir dans quel contexte il grandit. Ça ne veut pas dire, bien sûr, faire une enquête familiale policière. Non, ça veut dire savoir dans quel environnement il se trouve, comment il est né déjà, comment s'est passée la grossesse, comment ça s'est passé à la naissance. Est-ce qu'il y a eu une naissance un peu compliquée? Est-ce qu'il y a eu une séparation éventuellement de la mère et de l'enfant, si par exemple la mère a subi une hémorragie ou autre, etc. Est-ce que c'est une famille recomposée éventuellement? Ça peut aussi être important pour nous. Et du coup, avec tout ce que les parents nous révèlent, et je peux vous dire que en tant que pédiatre, nous sommes très souvent au cœur de la famille. Les parents nous délivrent un message, des choses souvent très lourdes et dont nous avons besoin avant d'entamer des diagnostics. Et j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un petit bébé qui hurlait, qu'on n'arrivait pas à calmer, et les parents étaient affolés. C'est un bébé qui avait à peine 3 semaines, et les parents sont arrivés démunis face à moi, et j'ai examiné cet enfant, et à la fin de l'examen, je me suis tourné vers les parents en leur disant: j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que votre enfant est malheureusement en excellente santé, et la mauvaise, c'est que peut-être il y a quelque chose dans l'environnement qui fait qu'il est crispé comme ça. Racontez-moi un peu ce qui s'est passé autour de la naissance. Et après, ils m'ont délivré des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais qui montraient qu'il y avait des tensions internes, intrafamiliales, autour de l'accouchement, le bébé précieux, beaucoup de choses aussi, qui ont fait que l'enfant était un véritable buvard, et un enfant, c'est un buvard. Alors du coup, pourquoi écrire ça ? Annabelle me pose la question. Eh bien, je crois qu'avec plus de 30 ans de pratique, c'est mon cas, je m'intéresse de près, et je ne suis pas le seul, tous mes confrères c'est la même chose, peut-être à des degrés divers, à cet environnement, cette bienveillance, cet accompagnement, les conseils qu'on donne aux parents pour apprendre à écrire, pour apprendre à parler, pour apprendre à faire du 4 pattes. On va y venir, je pense, les différentes fiches que je décris là-dedans. Et c'est tout à fait naturellement que quand les éditions Hatier sont venues me voir, alors ils sont venus me voir parce que je venais d'éditer un livre bébé premier mode d'emploi chez Hachette, qui marche très bien, j'en suis très content, et dont je viens d'écrire la nouvelle édition et qui sortira au printemps, augmentée d'une 60aine de pages. Et du coup, Hatier est venu me voir en me disant: mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas un sujet que vous aimeriez aborder? On m'a donné un peu une carte blanche.
Et mon idée, ça a été, tiens, pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour les 0 à 3 ans, parce que c'est une période très complexe. Souvent, les parents perdent un peu leurs repères, et avec des choses simples à la maison, on va accompagner le développement de l'enfant. Voilà. Et finalement, pour vous, l'éveil, aujourd'hui, c'est une autre manière d'aborder la santé, c'est-à-dire que c'est une santé peut-être plus psychique au quotidien, et ça permet vraiment, c'est ce que vous disiez avec l'enfant buvard pour le coup, qui en fait prend en lui les émotions stressantes et stressées peut-être des parents, et donc ces différentes activités d'éveil permettent très certainement de changer la manière d'exprimer peut-être ce stress et d'être plus en phase avec son enfant. Alors c'est ça, c'est vraiment la plupart d'entre vous ont été parents ou vont le devenir. On commet des erreurs en tant que parent. Et même un pédiatre qui est parent commet aussi des erreurs. Et je le dis souvent, même à mes enfants, parfois je leur ai demandé pardon pour certaines choses que j'ai faites auprès d'eux et que j'ai regrettées. La tape sur la joue, le petit coup de baguette sur la cuisse parce qu'on craque. On a tous eu à un moment donné ou à un autre des moments où on est un peu à bout parce que les enfants nous épuisent. Et un enfant, ça peut bouffer des parents. Et on le sait tous. Et avoir un accompagnement bienveillant, c'est facile quand on en parle comme ça au calme. Quand on écrit un livre, c'est tout beau, tout bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais bon sang, à la maison, c'est tout le contraire, souvent. Et on a envie de jeter son enfant par la fenêtre. À qui ça n'est pas arrivé. Et souvent, à des jeunes parents, pas quand le bébé a 1 mois, parce qu'à 1 mois, ça va encore, à part quelques cas. Mais à 1 mois, c'est là que ça commence. C'est là que les parents viennent nous voir, nous les pédiatres, en disant « mais il fait pas ses nuits, docteur ». Et là, moi, je leur réponds « voilà, on va faire un exercice, vous allez rentrer à la maison, vous avez certainement un dictionnaire, vous allez aller à la lettre N, comme nuit, vous allez prendre un bic et vous allez rayer le mot nuit. Et pendant 4 mois, vous oubliez ce mot de votre vocabulaire. Le mot nuit n'existe plus quand on a un bébé. C'est une vue de l'esprit. Maintenant, on vous l'a pas dit, c'était pas dans le mode d'emploi. Maintenant, je vous le dis, c'est après, mais c'est comme ça. Et c'est vous qui allez vous mettre au service de votre enfant, au service du sommeil de votre enfant. Et ça n'a l'air de rien, mais rien que de dire ça, d'abord, ça soulage les parents, souvent. Souvent, ça permet à l'un des deux, souvent la maman, de se tourner vers le papa en disant « Tu vois, je t'avais bien dit, il faut pas le laisser pleurer. Le docteur l'a dit, c'est pas bon de laisser pleurer un bébé. » Alors oui, c'est vrai, on ne laisse pas pleurer un bébé, parce qu'un bébé ne fait pas de caprice. Et si on laisse pleurer un bébé, on sait maintenant, avec tous les progrès qu'on fait dans le domaine de la neuroscience, on aura peut-être 5 minutes pour parler des neurosciences, on sait que les hormones sont mal délivrées. Il y a des récepteurs, des transmetteurs, des neurotransmetteurs que nous connaissons bien maintenant, comme l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, etc. Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus, qui jouent un rôle extrêmement important dans le bien-être de l'enfant, dans son attachement, dans ses apprentissages. Et c'est la meilleure façon de l'accompagner pour qu'il ait une vie d'adulte plus tard qui soit la meilleure possible. Et j'irai jusqu'à dire qu'il m'arrive parfois de voir des parents ou des adultes, et dans leur comportement, que ce soit au volant de leur voiture au feu rouge, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans le train, eh bien, il y en a qui ont des comportements pas adaptés en tant qu'adultes, et je me dis, eux, probablement, il y a quelque chose qui a été mal intégré quand ils étaient petits, et du coup, ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes à l'âge adulte, et ça donne des pertes de confiance dans le couple ou dans le travail, c'est bien connu. Alors, d'ailleurs, dans votre livre, vous énoncez en fait en préambule 2 règles d'or. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ? Alors, les 2 règles d'or, ça, Annabelle, elle me dit ça pour voir si je me souviens ce que j'ai mis comme règle d'or. Mais j'ai bossé. C'est bien. J'ai bossé. La première règle d'or, c'est de ne pas contraindre un enfant. C'est pareil chez les adultes. C'est la même chose, ne pas contraindre. Alors, évidemment, c'est facile à dire, ne pas contraindre. Oui, mais voilà, quand mon enfant ne veut pas terminer son plat, quand il ne veut pas aller au lit, quand il ne veut pas ceci, cela, c'est là que les choses se compliquent. Mais il faut quand même s'en souvenir. Ne pas contraindre, ça veut dire que l'enfant doit adhérer. Et même un nouveau-né, moi je vois quand je suis de garde à l'hôpital ou quand je fais l'examen d'un nouveau-né, eh bien maintenant je prends beaucoup de plaisir quand je vois des parents, des tout jeunes parents, le bébé il est tout frais, il
vient de naître. En général, j'examine le bébé quelques heures plus tard, quand même, le temps qu'ils reprennent un peu leurs esprits. Et je leur explique, je leur dis des choses qu'ils vont évidemment découvrir par eux-mêmes. Mais cette notion de je veux pas. Et un bébé, il y a des choses qu'il aime déjà tout de suite. Et déjà un fœtus dans le ventre de sa maman, il y a des tas d'études qui ont été faites dans ce sens-là, par exemple sur le goût. Et il y a quelque chose que nous développons beaucoup actuellement avec nos collègues neuro-intégrateurs, enfin tous ceux qui font de la neuropsychologie, de la neurophysiologie, etc., les biochimistes avec ces fameux neurotransmetteurs. Eh bien, nous savons maintenant qu'un fœtus, il a déjà un goût qui est très prononcé. Et nous savons que si la maman mange du fenouil ou de l'oignon, son fœtus, il ne va pas forcément aimer. On le sait, ça. Et à la naissance, on a fait des études aussi là-dessus. On a proposé des laits maternels avec tel et tel type d'aliments qui ont été mangés par la maman. Eh bien, on voit des bébés qui retirent un peu leur tête. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intégration neurosensorielle. Et l'intégration neurosensorielle, elle prend en compte les 7 sens. Alors peut-être que ça va vous parler bizarrement, 7 sens. Vous allez me dire, mais 7 sens, on croyait qu'il y en avait que 5. On va compter ensemble. L'ouïe, la vue, l'audition, l'odorat et le toucher. Ça fait 5. Et les 2 autres, c'est quoi? Alors le toucher, c'est essentiel chez les enfants et chez les adultes, bien sûr. Eh bien, les 2 autres, maintenant, on s'en sert, on les aborde beaucoup chez les enfants pour leur développement. Les orthophonistes le connaissent bien, les ergothérapeutes connaissent bien, les kinés connaissent bien. C'est le sens de la proprioception. La proprioception, c'est j'envoie mon bras. J'envoie mon bras, je vois mon bras qui se déroule et je vais prendre l'objet qui est devant moi. Ça n'a l'air de rien, mais un nourrisson, quand il passe à cette phase de prendre un objet et qu'il va envoyer le bras devant lui, les parents, ils remarquent même pas, presque. Ce qu'ils vont remarquer, c'est « Oh, il rampe. Oh, il tient assis. Oh, il marche. Oh, il m'a fait un sourire. » On va souvent s'attarder sur ces étapes importantes. Mais l'histoire de prendre, d'envoyer sa main, ou tout simplement de toucher l'oreille, « Ah, mais docteur, il doit avoir une otite. » Ah non. Mais si, je vous assure, il touche tout le temps la même oreille. Ah, vous avez fait le diagnostic vous-même. Vous avez dit la même oreille. Et c'est toujours la même, toujours du même côté? Oui, la main dominante, probablement. Il découvre son oreille. Il découvre son oreille, le nourrisson. Il a 4 mois et il envoie la main en arrière. C'est extraordinaire sur le plan de l'intégration neurosensorielle. Eh bien, tout ça, nous le voyons, nous accompagnons les enfants. Donc ça, c'est la proprioception. Je découvre l'espace qui est autour de moi. Et le visage aimé à la naissance, le nouveau-né, qui a une très mauvaise vision, qui ne voit qu'à 30 degrés en largeur, pas plus. Nous, les adultes, on voit à 70 degrés en largeur. Le petit nouveau-né, c'est qu'à 30 degrés. Et il voit à 60 cm, pas plus. Et il voit en noir et blanc. La couleur, elle apparaît seulement vers l'âge de 2 mois, 3 mois. Eh bien, il faut s'approcher de son visage. Il faut que l'enfant, le bébé, quand il ouvre les yeux au début, regarde le visage. En général, il va fixer les cheveux. Il ne regarde pas encore les yeux. Il n'a pas l'idée de fixer les yeux. Ça va se faire, cette intégration va se faire progressivement. Et justement, eh bien, grâce à la proprioception, avec le bras qui part, il va peu à peu réaliser que ce bras lui appartient, ce truc-là qui bouge. Et il va commencer à regarder le devant du visage, l'oreille et les cheveux derrière. Et il va intégrer, c'est la proprioception, dans l'espace. Et le 7e sens, c'est l'intégration vestibulaire. C'est le vestibule, c'est l'oreille interne, c'est apprendre à tenir assis. C'est apprendre à faire du roulé-boulé, c'est apprendre à se retourner. Eh bien, en tant que parent, ah oui, il s'est retourné, docteur, c'est la première fois il s'est retourné. J'ai eu peur qu'il tombe de la table à langer. Le parent a peur. L'enfant se retourne, il a peur. Alors qu'il devrait se réjouir 1000 fois plus que l'enfant qui va marcher. Mais il ne le voit pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce genre d'ouvrage, c'est pour accompagner les parents, pour leur montrer qu'avec des étapes, avec des jeux, avec finalement tout ce qu'ils ont déjà à la maison, eh bien, ce qu'on peut faire pour accompagner, intégrer le mieux possible toutes ces étapes de l'enfant. Et donc ça, c'était la toute première règle d'or. Est-ce qu'il y en avait une seconde? Alors, ça, c'était pas de coercition. Voilà. Et le deuxième, c'est la valorisation. Et la valorisation, eh ben, c'est sûr, quand il est 3 heures du matin,
c'est pas facile de valoriser son nouveau-né. Quand il est le matin et qu'on va à l'école et qu'il y en a un qu'il faut déposer à la crèche, puis l'autre il faut le déposer à l'école, c'est pas facile, parce qu'il y en a un, je veux pas m'habiller, ou je veux pas mettre mon manteau, et on est en retard, et maman va être en retard au boulot, et papa ceci, et papa qui est parti, etc. Valoriser, dans ces cas-là, c'est pas évident. Et en fait, l'enfant a besoin d'être valorisé en permanence. Je prends toujours un exemple très simple. D'ailleurs, tout à l'heure, vous disiez que je suis chroniqueur à la Maison des Maternelles sur France 5. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont venus me proposer de faire ça. Donc, j'y suis tous les 15 jours à Paris. C'est vraiment une très belle expérience. Je choisis moi-même mes sujets que j'aborde dans cette belle émission Les Maternelles qui a lieu tous les matins. Et il n'y a pas longtemps, j'ai traité ce sujet-là. C'est l'arrivée d'un deuxième enfant. Et l'arrivée d'un deuxième enfant, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qu'il ne faut pas rater, parce que si on le rate, c'est 2 vies qui vont être compliquées une fois qu'elles seront adultes. L'aîné, qui du jour au lendemain voit arriver un espèce de truc qui bouge, qui pète, qui chie, qui rote, qui pisse, qui sent pas bon, et puis bon, et en plus, ça fait des mois que maman me raconte un truc, mais je comprends rien à ce qu'elle me dit. Elle me montre des photos et des magazines, je comprends rien, mais moi, tout ce que je sais, c'est que ma maman, elle est plus là. Elle me tourne le dos. Elle est plus face à moi. Je suis plus le roi du monde. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc ? Et donc l'enfant, évidemment, quand il y a un bébé qui vient d'arriver, que font les parents ? Ils changent la couche, puis ils changent la couche, puis ils changent la couche, puis ils donnent le biberon, ils donnent le sein. Ça prend beaucoup de temps au début, donc le temps est quand même pas mal compté. Et ce petit bout de bonhomme ou petite bout de bonne femme qui a 18 mois, 24 mois ou 2 ans et demi et qui a vu le ventre s'arrondir, ok, c'était rigolo, c'était comme un ballon, mais là, non, là je rigole plus, hein, c'est plus du tout pareil. Lui, il voit qu'on lui dit « Attends, je peux pas m'occuper de toi, tu vois bien que je suis occupé. » Horreur pour l'aîné. Horreur du jour au lendemain, maman m'aime plus. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attirer l'attention de la maman et du papa. Et il a remarqué une chose, c'est que pour attirer l'attention de la maman et du papa, il va faire des conneries. Il va ouvrir le... Ah, c'est pas mal, j'ai remarqué que quand je tire le tiroir et que je fais tomber le contenu du tiroir, maintenant elle s'occupe de moi. Le visage aimé se tourne de nouveau vers moi. Ou alors je vais toucher aux prises. Là, les prises, ça marche bien, les prises. Ça là, c'est au taquet. Ou alors je vais prendre du papier. Ah tiens, le sac de maman. Génial, le sac de maman. Je vais le retourner. Et donc là, en général, c'est la crise. Mais pourquoi t'as fait ça ? Etc. Et on s'énerve. Pour les papas, c'est pareil. Et du coup, souvent, cette année est reléguée dans un rôle second et qui n'a pas demandé. Il n'a pas été forcément préparé. Et bien sûr, ça dépend aussi du caractère de l'enfant. Eh bien, c'est une toute autre optique de dire à son aîné « Va me chercher la couche pour ton petit frère. » J'en ai rien à foutre, moi, de la couche pour mon petit frère. Je m'en fiche de mon petit frère. Moi, c'est ma mère qui m'intéresse. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et c'est une autre chose que de lui dire « Tiens, là, maman, elle sait plus ce qu'elle doit faire. Il y a quelque chose que je dois faire, mais je ne me souviens plus. Sous-entendu, est-ce que tu peux m'aider ? » Et là, l'aîné, il est valorisé. Il est valorisé. Maman a besoin de moi. Papa a besoin de moi. C'est pas tout cuit. C'est pas tout préparé. Et la plupart du temps, c'est cet aîné-là, 18 mois déjà, il sait faire à 18 mois, ils comprennent à 18 mois, 20 mois, 24 mois. Et c'est lui qui va penser et qui tout d'un coup va aller chercher et qui va apporter la couche. Ça, c'est de la valorisation. Évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais il faut le faire et y penser tous les jours et ça permet à l'enfant de grandir comme il faut. Merci pour ces 2 règles qui sont déjà énormes et je pense qu'ils ont apporté beaucoup de conseils à tout le monde aujourd'hui. Alors d'ailleurs, dans cet ouvrage, vous avez balayé différentes pédagogies, des plus innovantes à celles déjà qui sont bien ancrées aussi dans l'éducation depuis de nombreuses années. Quelle est celle qui a le plus d'attrait selon vous aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que on a tous connu la culture du tu n'auras pas ton dessert tant que tu n'auras pas terminé ton plat. Et ça fait des millénaires, enfin non pas des millénaires, mais ça fait beaucoup de temps qu'on se trompe complètement en faisant ça. Et moi je me suis trompé aussi. J'ai un de mes fils qui est là, qui a des souvenirs, et ma femme aussi qui est là. Ils ont des souvenirs de voir le bonhomme là qui est en train de parler.
qui n'étaient pas forcément au taquet avec ça, et j'ai pas toujours été très bon. Parce que le repas, c'est le moment où beaucoup de choses se cristallisent. On s'énerve facilement, on s'est donné du mal pour préparer un plat, on se dit c'est un moment de convivialité. Et l'enfant, il ne va pas forcément le vivre de cette façon-là. Et du coup, ça peut créer effectivement des tensions énormes. Donc, il faut accompagner, écouter. Et alors, on a vu émerger depuis pas mal de temps, même avant la Deuxième Guerre mondiale, Montessori, vous en avez tous entendu parler, c'était une femme médecin italienne qui a dû quitter l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les raisons qu'on connaît, avec l'occupation, et qui est partie en Inde, où elle a glané beaucoup de choses là-bas et elle en a fait profiter les gens après. Il y a Freinet, qui est quelqu'un qui, lui, avait un parcours particulier, qui a mis au point certaines techniques. Il y en a tout un tas d'autres. Il y a des écoles suisses, il y a des écoles allemandes, et puis il y a aussi des thérapies, ce qu'on appelle maintenant l'éducation positive, l'éducation bienveillante, qui émergent un petit peu dans tous les sens, et chacune a des avantages, mais aussi peut avoir des inconvénients. Et du coup, moi, avec le recul, mais aussi par ma propre expérience, regroupé tout ce qui me paraissait utile pour des parents par tranche d'âge pour faire progresser leur enfant, au fond, de manière naturelle. Moi, j'avoue que j'ai découvert Montessori il n'y a pas si longtemps que ça, et j'étais étonné d'apprendre que ça existait, parce que je me suis dit, mince, mais c'est ce que je fais de manière naturelle depuis longtemps. Et au fond, je crois que le bon sens, souvent, permet d'avancer là-dedans. Un autre exemple, les thérapies brèves. Vous avez tous peut-être entendu parler des thérapies brèves de Palo Alto, l'école de Palo Alto en Californie. Eh bien, quand j'ai des parents qui viennent me voir en me disant « mais on n'en peut plus, notre enfant, il fait des crises, il se trépigne par terre ». Vous savez, les enfants qui ont 2 ans, entre 2 et 3 ans, les fameux terribles twos, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus. Eh bien, souvent les parents perdent patience parce que leur enfant fait toujours des crises au même moment et dans les mêmes conditions, ils ne savent plus très bien comment faire. Eh bien, parfois, moi je dis aux parents, c'est le principe des thérapies brèves, c'est pour un problème, une solution courte. Eh bien, quand on sait qu'un enfant, et c'est ça l'avantage qu'on a en tant que parent par rapport aux enfants, c'est qu'on sait à l'avance comment notre enfant va réagir. Au début, on le découvre, bien entendu, mais on sait que ça va toujours être un peu telle réaction dans telle condition. Eh bien, la thérapie brève, c'est votre enfant se trépigne quand il s'agit d'aller, de s'habiller, par exemple. Eh bien, vous allez aller vers lui, et vous allez lever les bras en l'air, parce que le fait de lever les bras en l'air et de claquer dans les mains, ça attire l'attention de l'enfant. Il va avoir son attention détournée, c'est un peu comme de l'hypnose. Et en faisant ça, en faisant des grands mouvements, vous allez lui dire « j'ai envie que tu hurles, j'ai envie que tu chantes, que tu cries, parce que j'aime bien quand tu fais ça, surtout quand on va t'habiller, j'adore. » Il comprend plus rien. Et là, je peux vous dire que l'enfant, vous allez l'habiller, il va rien voir passer. Mais comment? Tu ne chantes pas? Pourtant, j'aime bien quand tu fais ça, parce que, franchement, il y a du punch là-dedans, ça met de l'ambiance, j'adore ça, d'ailleurs, on va t'habiller. Et vous faites passer l'acte, la consigne, en même temps que vous détournez l'attention de l'enfant. Ça marche super bien. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein d'autres. Et ça montre comment on doit arriver à déminer des situations. Parce que, évidemment, quand on éduque des enfants, enfin le mot éduquer, quand on accompagne des enfants, quand on éduque, quand on transmet, il y a l'habitude qui s'installe. Et l'habitude, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus forcément la réaction appropriée. Il y a un moment donné, on craque, parce qu'on ne dort pas assez, parce qu'on s'est donné du mal à faire le repas, et puis ça ne va pas, et puis etc. Mais en fait, il faut s'interroger, car aujourd'hui, on vit à l'envers. On vit dans un rythme qui n'est pas adapté à notre physiologie. Je donnais l'exemple tout à l'heure des parents qui disent « mais il ne fait pas ses nuits ». Ben oui, mais il ne sait pas ce que c'est que la nuit. La mélatonine, il ne la sécrète pas encore. Il y a encore des pics de cortisol qui ne sont pas bien fixés vers 3-4 heures etc. Donc il faut lui laisser du temps. Et donc il faut écouter son rythme biologique, chronobiologique, etc. Et souvent, cette notion de rythme, on l'oublie. On est trop dans il faut que l'enfant se cale sur notre rythme d'adulte. Et le résultat, on le connaît. Un exemple parmi d'autres, c'est les écrans. Alors, j'ai pas fait de fiche sur les écrans.
Il n'y avait pas besoin, parce que celles-là, il faut les enlever. Mais par contre, les écrans, les repas du soir font qu'on vit tout à l'envers. Aujourd'hui, les vies familiales, le matin, on prend le petit déjeuner à l'arrache. Et je ne vous parle pas des ados, parce que pour nous, les ados en pédiatrie, c'est un gros problème, en particulier pour le surpoids, pour l'obésité, parce que les ados ne prennent pas leur petit déjeuner, pour tout un tas de raisons. Ils veulent dormir le plus longtemps possible, ce qui est normal, ils ont besoin de dormir beaucoup, les ados. Mais ils tricotent la veille au soir, vous savez, ils font travailler les doigts, les deux mains, sur les écrans. Donc, ils se couchent tard. Ils ont un sommeil qui n'est pas récupérateur, on le sait, on a des études qui sont faites là-dessus. Et du coup, le matin, ils filent au lycée ou au collège en n'ayant rien dans l'estomac, et du coup ils vont faire des hypoglycémies, ils vont avoir des troubles de la concentration, etc. Et par contre, le soir, tout le monde se retrouve, on fait un gros repas et on mange trop. Et on a tout inversé un peu. Et devant la télé souvent aussi. Et devant la télévision, oui. Alors, les parents d'aujourd'hui, et d'ailleurs il y en a quelques-uns dans la salle, sont-ils prêts, d'après vous, à réviser l'éducation finalement qu'ils donnent à leurs enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une phase où, ça y est, on commence à faire évoluer les choses, à changer et à changer d'attitude envers les enfants qu'on éduque et accompagne au quotidien? Alors, je crois que le bon sens, il est toujours là. Tout le monde a une part de bon sens en soi, toujours. Simplement, ce bon sens, parfois, il est un peu relégué parce que, ah bah tiens, la voisine, elle n'a pas fait comme ça. Ah bah tiens, sur Internet, c'est pas comme ça que ça se passe. Mon enfant, il n'est pas normal, parce qu'avec moi, ça se passe pas comme ça. Et du coup, au lieu de s'écouter, très souvent, on a tendance à vouloir regarder ce que fait le voisin. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, avec le web, avec l'Internet, on a tendance à vouloir tout de suite regarder comment ça se passe chez les autres. Et on n'est plus dans le truc, on ne s'écoute plus, et du coup on se met une pression inutilement. Alors qu'en fait, on a les réponses en soi, la plupart du temps, et très souvent, quand des parents me posent des questions sur tel et tel sujet, le sommeil, ou par exemple la séparation, des parents qui viennent me voir parce qu'ils vont bientôt se séparer, ils veulent savoir quelles sont les choses à faire, à ne pas faire pour que ça n'impacte pas trop l'enfant, mais très souvent, les réponses, ils les ont en eux, et les réponses, elles sont fréquemment déjà dans la question. Donc ils sont vraiment prêts, en tout cas, à faire alors, évoluer ça. Alors Ouais. ils sont prêts. Disons que, alors, il faut. Moi, je suis pédiatre, je suis pas un gourou. On est pédiatre, mais ça veut dire que l'avantage de notre métier, c'est qu'on voit les enfants grandir, et ce sont des enfants que l'on suit parfois jusqu'à 18 ans. Moi, j'ai des enfants que j'ai suivis de la naissance jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, ils continuent de venir me voir. De temps en temps, j'ai un coup de fil en me disant voilà, je prépare les concours, j'ai eu mal à la gorge, je ne sais pas qui aller voir, est-ce que je peux venir vous voir? Je ne les ai pas vus depuis quelques années. Bien sûr, on est content de les voir. J'ai un certain nombre de grands comme ça qui me choisissent comme médecin traitant. Et après, ils viennent me voir avec leurs propres enfants. J'ai maintenant les 3 générations. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est vrai qu'on a un rôle de conseil. Et c'est vrai que ce conseil, on peut le donner parce que on connaît la famille, on connaît l'enfant, on sait ce qui se passe dans la famille, on sait que c'est compliqué avec un frère ou avec une sœur ou avec un grand-père, ou enfin bref, qu'il y a une histoire familiale que les parents nous ont déposée. L'enfant aussi ou l'ado nous dit des choses. Parfois, on sait des choses que les parents ne savent pas, ça fait partie du secret médical. Et oui, il y a des moments où quand on sent que les parents sont perdus, le sommeil, un enfant qui mord par exemple, un enfant qui mord à la crèche, qui n'a pas eu un enfant qui s'est mis à mordre une fois, évidemment ça dépend de son âge, eh bien là on peut être de bons conseils, on va écouter les parents, mais parfois c'est vrai que ça oblige les parents à revoir un certain nombre de choses, eux-mêmes dans leur mode de vie, dans leur matière éducative, et c'est vrai que c'est plus facile pour moi de le dire maintenant que j'ai largement dépassé les 60 que quand j'avais 30 ans. C'est plus facile. Vous m'aviez dit d'ailleurs un jour que effectivement avoir un enfant c'est pas comme acheter un produit dans un supermarché, et que encore beaucoup aujourd'hui parfois on veut un enfant et on ne sait pas ce qui arrive par après. Alors ça c'est le grand débat du droit à l'enfant ou de droit de l'enfant. Je ne vais pas aborder ce sujet-là parce que là on prendrait des heures, mais c'est vrai que on le voit d'ailleurs, on ne peut plus ouvrir un journal sans entendre parler de ce sujet-là qui est extrêmement vaste. Parfois, il m'arrive, quand je vois des parents qui sont un peu à bout, de leur dire « un enfant, ça se fait à 2 ». Ah oui, mais
mon compagnon, vous comprenez, il travaille. Oui. Et l'enfant, c'est quoi? Ça se fait à deux. Oui, mais vous comprenez, il est fatigué. Oui. Mais vous êtes encore plus fatigué que lui, me semble-t-il. Oui. Etc. Et on découvre des choses, des éloignements, finalement, par rapport à l'enfant. On voit parfois des mamans qui ne veulent pas que le papa ait sa place. Ça arrive. Moi, je le vois parfois. Des mamans qui sont tellement fusionnelles avec leur enfant que les papas, ils switchent, puis ils s'éloignent, puis ils attendent, et puis finalement, ils sont un peu sur le pas de la porte et ils n'osent pas trop s'investir. Il y a le contraire. Il y a des papas qui sont très investis et où la maman reprend le travail très vite. Bon, chacun, il trouve son équilibre. Mais ce qui est sûr, c'est que un enfant, c'est pas un enfant qui va apporter la solution dans un couple. Par exemple, un couple qui a des difficultés, ben, c'est pas parce qu'ils vont faire un enfant que le couple va aller mieux. Et parfois, on voit des enfants qui grandissent, qui sont ce qu'on appelle des enfants symptômes, et au fond, qui ne sont que le reflet de la difficulté qu'ont les parents eux-mêmes dans leur vie, pas forcément uniquement leur vie de couple, mais dans leur vie de tous les jours, professionnelle ou autre, cette notion de reconnaissance. Et l'enfant, doit trouver sa place, et on doit écouter son enfant dès la naissance, déjà quand il est nouveau-né, c'est ce que je disais tout à l'heure, et moi je me régale quand je me penche vers un nouveau-né qui vient de naître, qui a moins de 24 heures de vie, que je me penche sur la table dans la pouponnière à l'hôpital, à la clinique, et puis je l'examine, et les parents me demandent, mais il va garder la couleur des yeux bleus? Et moi je leur réponds, bien sûr je leur réponds là-dessus, et je leur dis, vous avez vu le mouvement des paupières? Ah oui, mais il n'ouvre pas beaucoup les yeux. Et je vais vous dire pourquoi. Et au fond, on se rend compte qu'on n'a pas véritablement de mode d'emploi du nouveau-né, il nous tombe tout cuit dessus, et c'est très compliqué, il faut être disponible, il faut observer, il faut toucher, il faut écouter, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, parce que tranche d'âge par tranche d'âge jusqu'à 3 ans, je me suis régalé, avec les objets qu'on a à la maison, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, eh ben on peut l'accompagner de 0 à 3 mois, 3 mois à 6 mois, etc. Et pour la petite histoire, je suis déjà en train d'écrire le suivant, qui va aller de 0 à 14 ans, sur les grandes étapes, mais ce sera encore autre chose. Et vous en parliez juste avant sur les neurosciences. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, on pensait que les bébés n'avaient pas vraiment de facultés. Et maintenant, on sait que grâce aux neurosciences appliquées aux tout petits, que non seulement ils ont des facultés, mais en plus elles sont extraordinaires. Ah, elles sont extraordinaires. L'ocytocine, tout le monde en a entendu parler, la fameuse hormone du bien-être, l'hormone du plaisir, qui existe chez tout le monde. Hein. Eh bien, un bébé qui naît, qui est au sein, par exemple, et je peux en parler parce qu'on a du recul, il y a des bébés, voilà, on les met au sein, au début, quand il vient de naître, ou au biberon, mais c'est plus au sein qu'on va voir ça. Et on dit aux jeunes mamans, dès qu'il pleure, mettez-le au sein, comme ça la montée de lait va se faire. Dès qu'il pleure, mettez-le au sein, comme ça la montée de lait va se faire. Dès qu'il pleure, mettez-le au sein, la montée de lait va se faire. 8 jours passent, 1 mois passe, 2 mois passent, je suis épuisé, je n'en peux plus, docteur. Toutes les heures, je lui donne le sein la nuit. Et là, je les regarde, les mamans, les papas, et je leur dis, oui, vous savez ce qu'il fait quand vous lui donnez le sein? Il prend le sein, oui, mais quand il tète, il fait quoi? Il s'alimente. Non. Il fait quoi? Je donne ma langue au chat. Il se shoot. Il se shoot. Il fait sa ligne de morphine devant vous. Et oui. Il prend ce qu'on appelle la morphine endogène. Quand il tète, quand un enfant tète, il fabrique les fameuses endorphines. Vous en avez entendu parler? Les endorphines, il y en a 3. Enfin, je ne vais pas faire un cours sur les endorphines. Eh bien, endorphine, endo, ça veut dire endogène. Morphine endogène, morphine interne. Eh bien, évidemment, en suçant le mamelon de la maman, ou éventuellement le biberon, mais c'est surtout sur le mamelon de la maman, eh ben, il a besoin de ça pour s'apaiser, et plus on lui donne souvent, plus il va réclamer, il a besoin de se shooter. Il se shoot devant sa maman, c'est pas mal, hein? Alors on refait les choses, on réécrit, ne vous inquiétez pas, la montée de lait, elle est bien faite depuis un moment, tout va bien, il prend du poids, même trop, tout va bien, on va voir comment on va pouvoir faire. Ça montre qu'un enfant, mais ça c'est des choses, des données qu'on n'avait pas il y a un certain temps, qu'on n'avait pas.
c'est relativement récent et on a pu doser, on a pu voir comment ça se passait. On peut même doser l'endorphine pendant que l'enfant tète. On a fait des dosages comme ça, il faut quand même le faire. Hein. Donc c'est des choses qu'on connaît bien. Et évidemment, après, quand les parents sont un peu dépassés, eh ben, c'est facile de donner la tétine, de donner le sein, de donner un jouet. Mais après, il faut évidemment inverser un petit peu la vapeur. Et vous le disiez, les bébés ne font pas de caprices et je trouve que c'est très important de le rappeler. C'est vrai que en fait, du coup, quand il est heureux, il est heureux, mais quand il ne va pas bien, c'est qu'il ne va vraiment pas bien. C'est-à-dire, c'est pas un caprice. Voilà, ça c'est vraiment un truc que je fais passer, mais c'est complètement évident. Mais c'est tellement évident qu'on ne voit plus cette évidence-là. Et je le rappelle régulièrement au couple que j'ai devant moi. Et messieurs, ne le prenez pas mal, mais souvent je le rappelle plus aux papas qu'aux mamans, parce que les mamans, elles le savent, les mamans, elles n'aiment pas entendre leur bébé pleurer, et elles vont le voir tout de suite, et souvent, c'est le papa qui dit « mais écoute, laisse-le pleurer un peu, c'est des caprices, tu vas trop l'habituer ». Ben non, un bébé qui pleure, il n'a que cet outil pour communiquer. Il a le pleur et le cri. Un bébé qui pleure ou qui crie, nous le savons bien, nous les néonatologistes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être parce qu'il a faim, mais ça c'est seulement dans 30% des cas, des pleurs et des cris. Ça peut être parce qu'il a trop chaud, ça peut être parce qu'il a un doigt coincé dans son t-shirt, ça peut être parce qu'il a un bras qui est coincé, ça peut être parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a trop de lumière, lui qui n'était pas habitué à tout ça, ça peut être parce qu'il sent ses parents stressés. Et là, ce que on disait tout à l'heure, un bébé c'est un véritable buvard, donc il faut prendre en compte l'appel du nouveau-né. Un bébé qui pleure ou qui crie, il faut aller le voir tout de suite. Parce que les mamans et les parents le savent bien, si on attend trop longtemps, après on a beaucoup plus de mal à le calmer et ça part en sucette. Donc oui. Comment est-ce que justement les différents jeux, parce que finalement c'est un peu des jeux que vous proposez là-dedans, dans ce livre, qui semble d'ailleurs parfois très simple, c'est simplement, il y a marqué voilà, de quoi vous avez besoin, de votre bouche et voilà, pour parler, ou alors juste de votre bras, ou ça s'arrête là. Comment est-ce que ça peut aider justement à développer différentes facultés pour l'enfant ? Alors, évidemment, il y a des jeux qu'on peut faire simplement avec un parcours. Les parcours ludiques, chez l'enfant qui commence à faire du 4 pattes, c'est essentiel. Avec une chaise, ensuite on va mettre un ballon, ensuite on va mettre un tabouret, ensuite un peu plus loin on va mettre une tente qu'on va faire avec 2 coussins, et on va faire un parcours ludique. Et l'adulte va se mettre à 4 pattes et va faire un parcours ludique dans son salon. Et le nourrisson qui commence à faire du 4 pattes, qu'est-ce que ça va être formidable pour lui de suivre l'adulte, de faire pareil, de montrer qu'il arrive à faire la même chose, qu'il va passer sous le canapé, sous les coussins du canapé qu'on a enlevé. C'est plus qu'un jeu. C'est une imitation, une prise de confiance en soi, une valorisation, une mémorisation du parcours, un développement des praxis. J'ouvre la main, je ferme la main, etc. Et je vais donner l'exemple d'un atelier que je décris, c'est le 4 pattes. Alors le 4 pattes, tout le monde sait ce que c'est que le 4 pattes. Ah, il fait du 4 pattes, oui, mais bon, il marche pas encore. Bon. Et souvent, on a envie que l'enfant marche parce qu'on met un peu la pression. Et on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences et dans tout un tas de domaines, que un enfant, s'il le peut, c'est bien s'il peut passer par la période du 4 pattes avant de faire de la marche. Cela dit, un enfant qui ne fait pas de 4 pattes et qui marche d'abord, ça ne veut pas dire qu'il a un problème neurologique. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le 4 pattes, je vais vous étonner, avant le 4 pattes, les enfants ils avancent en rampant. En rampant. Le plus souvent en arrière, au début, c'est plus facile, on pousse, puis on recule. À un moment donné, on est coincé contre le mur. Bof. À un moment donné, le jouet, il est là. Il n'est pas derrière. Donc c'est quand même mieux de ramper en avant. Alors l'enfant, il va intégrer ça. Intégration neurosensorielle. Je vois. Intégration visuomotrice. Je vais, ce truc-là qui bouge, je sais maintenant que ça m'appartient. Ah, tiens, c'est amusant, j'en ai un autre, de l'autre côté. Et je vais commencer à ramper. Mais je rampe avec les poings fermés. Après le rampage, le 4 pattes, pourquoi c'est essentiel ? Parce que le 4 pattes, l'enfant va se mettre, comme son nom l'indique, à 4 pattes. Mais au début, ce qui nous paraît tout simple à nous, le 4 pattes, on n'y fait même plus attention. En tant que parent, on voit un enfant faire du 4 pattes. Je vois rarement des parents se pâmer en disant « Oh, c'est formidable, il fait du 4 pattes ».
Non, on est émerveillé parce qu'il marche, l'enfant. Mais le quatre pattes, c'est extraordinaire, le quatre pattes. Extraordinaire comme étape. Essentiel. Et pourquoi ? Parce qu'il va envoyer un bras vers l'avant. Et tout d'un coup, il se tient avec un bras et les deux genoux. Il apprend à ne pas tomber. Il envoie le bras. Il prend de l'assurance, donc confiance en soi. Après, il va poser la main. Pas avec le poing fermé, avec la main ouverte. La main ouverte, c'est essentiel. Il apprend à coordonner. Je lance la main et j'ouvre la face palmaire pour la mettre à plat. Essentiel, considérable. Et après, je vais faire la même chose de l'autre côté. Eh bien, ce quatre pattes, ça n'a l'air de rien, mais ça va être une étape essentielle. Pourquoi ? Pour l'écriture. Il faut y penser, hein ? Entre autres pour l'écriture. Parce que le fait d'ouvrir et de fermer, ça fait progresser sur les praxis, ça fait prendre confiance sur la main, le mouvement de la main, ce qu'on appelle la motricité fine. Et la motricité fine, on le sait, ça va aider à tenir le crayon, prendre le crayon, le poser, le lâcher, le passer d'une main à l'autre. Et tout ça, ça aide à prendre confiance pour la tenue du crayon plus tard, et donc l'apprentissage de l'écriture. Et les ergothérapeutes, les orthophonistes, les kinés, mais surtout les deux premiers que je viens de citer, savent par expérience que quand on leur envoie un enfant qui a des difficultés d'écriture ou même de lecture, ce qui les intéresse beaucoup, c'est de voir comment cet enfant a intégré, est-ce qu'il a fait du quatre pattes, et comment il a intégré les fameux réflexes primitifs dont je parle aussi dans le livre, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui vont permettre à l'enfant de passer étape par étape pour prendre confiance dans tous les développements et les acquisitions. Est-ce que vous pouvez nous citer peut-être d'autres jeux indispensables selon vous ? Alors il y en a vraiment beaucoup, donc c'est une question assez compliquée, mais... Alors, les jeux, il y en a tout le temps, par tranche d'âge. Un autre jeu tout bête, mais alors là, on n'a besoin de rien. Si, il faut juste un escalier. C'est tout bête, hein. Un enfant qui commence à se mettre debout, ou à se déplacer à quatre pattes surtout, à partir du moment où il a 7 mois, 8 mois, 9 mois, ça dépend de l'âge de l'enfant, et qui prend du champ. À un moment donné, il va échapper à la vigilance. Ça nous est tous arrivé. Mince, où est-ce qu'il est passé ? Ah, il est déjà dans l'escalier. Et on retrouve son enfant sur la 2e marche. Comment on réagit ? La plupart du temps, on est effrayé. L'adulte, il est effrayé. Il a eu peur. L'adulte a peur. C'est comme l'enfant qui tombe du canapé, qui tombe sur la chaise haute. Il se cogne le front, il crie, il hurle, et 1 heure après, il vomit. Évidemment, il vomit. Et on l'emmène aux urgences. Et aux urgences, il n'a rien, votre bébé. Il va très bien. Et pourquoi il vomit ? Parce qu'il a eu peur à cause de la réaction des parents. La réaction des parents fait souvent peur à l'enfant. Eh bien, l'enfant qui commence à monter l'escalier, qui sur la 1re et la 2e marche, la bonne réponse qu'il faut lui donner, c'est « T'as envie de monter l'escalier ? Mais c'est génial. Vas-y, je suis là, je suis derrière. » C'est pas évident, hein ? Vous voyez un peu la différence. Un autre exemple que je décris là-dedans, alors c'est pas un jeu, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la DME, la diversification menée par l'enfant. Alors ça, c'est très nouveau. Moi, je suis un adepte de ça depuis quelques années. La diversification menée par l'enfant, c'est quoi ? Chez un enfant, on diversifie l'alimentation en général vers l'âge de 5 mois. Parfois déjà à 4 mois. C'est-à-dire jusqu'à 4-5 mois, on lui donne du lait, et à partir de 4-5 mois, on commence les légumes, les fruits, etc. Tout le monde connaît la petite cuillère, on donne les légumes à l'enfant qui est bien passif, qui est assis, qui ouvre la bouche et qui prend. Puis à un moment donné, il a envie de prendre. Et puis après, il envoie tout bouler parce que ça ne l'intéresse plus, il veut autre chose. À 6 mois, et maintenant grâce aux neurosciences, on le sait, à 6 mois, un nourrisson sait mastiquer. Il sait mastiquer. Un enfant qui est né à terme. Et donc, maintenant, nous, pédiatres, on est de plus en plus à faire ça. En fait, on n'a rien inventé. Ça se faisait déjà autrefois. On revient aux valeurs d'autrefois. Tous les pédiatres belges font ça. En Angleterre, pareil. Au Canada, ils font tous ça. En Suède, en Norvège, en Suisse. Et nous, en France, on s'y met timidement. Eh bien, à 6 mois, quand le pédiatre le décide, il faut que le pédiatre donne le feu vert. Quand le nourrisson commence à tenir plus ou moins assis, en se tenant ce qu'on appelle le tripode, c'est-à-dire qu'avec une main, il se tient assis, il est stable sur la chaise haute ou une chaise évolutive, eh bien, au lieu de continuer avec des purées et des compotes, on va déposer devant lui des morceaux d'aliments de la taille de son poing fermé.
Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau. La taille de son poing fermé. Et je peux vous dire que quand je dis ça aux parents, ils sont fans. Et j'ai même des parents qui viennent me voir de loin parce qu'ils savent que moi, je développe ça. Et c'est vraiment très bien. Et l'enfant va, évidemment, quand on va mettre cet aliment devant lui, il y a plein d'aliments. Ça peut être un cœur d'artichaut, ça peut être une carotte bien cuite, ça peut être un morceau de riz qui se tient, etc. Eh bien, quand on va, il ne faut pas que ce soit trop dur. Il ne faut pas non plus que ce soit complètement friable. Et l'enfant, on pose ça devant lui. Et la première chose que je dis aux parents, je leur dis, vous posez ça devant lui et vous ne dites rien. Vous faites comme si c'était banal. Le problème, c'est que souvent, on est là à dire, tu vois, je t'ai fait des trucs, machin. Le gamin, même s'il a 6 mois, il va se dire, oula, c'est quoi, là, il y a un lézard. Je sens ma maman stressée. Donc, je vais faire une fausse route. Et c'est comme ça que ça se passe. Et l'enfant ne fera pas de fausse route. On pose devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? À 6 mois, il a son intégration neurosensorielle, il sait se servir de sa main, il sait passer un objet d'une main à l'autre, il comprend plein de choses à 6 mois. Évidemment, il va prendre l'aliment à table. Il va le prendre. Deuxième acte, il va le mettre dans la bouche, forcément. C'est pour ça qu'on dit la taille de son poing fermé. Mais troisième acte, il va regarder la maman ou le papa. Parce que il va se retrouver avec un truc bizarre dans la bouche, et c'est bizarre, maman n'a pas l'air de dire quoi que ce soit. Donc, alors il regarde la maman, il regarde le papa, et là j'explique aux mamans, vous faites un grand sourire, vous ne dites rien. Et là le nourrisson, il regarde le parent, il est en confiance, il sent que les parents sont adeptes, et il va mastiquer. Il va décrocher un morceau, le morceau, il va le glisser au fond de la langue, il sait parfaitement le faire à cet âge-là, il va l'avaler, le gros des troupes reste devant, et il va continuer à morceler, et puis il va terminer comme ça. Et tous les nourrissons font ça, et tous les parents auxquels j'explique ça sont fans, et le mois d'après, quand je les vois, ils me disent, docteur, c'est incroyable, il aime tellement ça qu'il ne veut plus entendre parler des purées, des carottes. Et ça a énormément d'avantages, cette technique, et j'en parle dans une des fiches là. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'un jeu, c'est une approche considérable. C'est pas que diversifier l'alimentation, bien sûr. L'avantage, c'est que l'enfant découvre les textures. Il peut dire ça j'aime, ça je jette. Et j'explique aux parents, vous allez prévoir une balayette parce qu'il y a des trucs qu'il va falloir ramasser par terre. Mais il associe les couleurs, les textures. Il y a des choses qui vont lui plaire plus que d'autres. Il prend confiance, il s'affirme. Mais surtout, cette notion de prise de confiance de l'enfant, elle s'accompagne du parent qui fait confiance à son enfant. Et là, c'est une notion extrêmement importante. Je fais confiance à mon enfant. Je sais qu'à 6 mois, il sait mastiquer. Je sais qu'il ne va pas faire de fausse route puisque je lui fais confiance. Et les enfants ne font jamais de fausse route. Ils font des fausses routes s'il y a un autre enfant qui passe dans les parages à ce moment-là, s'il y a un chien, s'il y a une porte qui claque. Mais c'est comme nous, quand on va au restaurant, vous êtes en train de manger et s'il y a quelqu'un qui fait claquer un ballon dans votre dos, vous allez faire une fausse route aussi. Donc, si les conditions requises sont bien respectées, il n'y a aucun problème. L'enfant prend confiance et du coup, cette mesure-là de faire confiance à son enfant, si on le fait là, à 6 mois, avec son enfant qui va se servir tout seul, eh ben on a gagné pour la suite, jusqu'à l'adolescence. Parce que c'est ça le sujet, c'est faire confiance à son enfant. Et le problème, c'est qu'en tant que parent, parfois on n'a pas envie que ses enfants grandissent. On a envie un peu qu'ils restent dépendants de nous. On entend souvent ça. Oh, c'est mon bébé. C'est mon petit bébé à moi, j'ai envie qu'il reste mon bébé. C'est vrai, c'est sympa, on a envie de garder son petit bébé. Sauf que on lui rend pas forcément service en faisant ça. Il faut lui apprendre à explorer le monde. Et c'est ça l'intérêt de ces fiches et de ces ateliers. Revenons sur le fait d'interagir dès les premiers mois avec son enfant. Qu'est-ce qui se passe en fait si maintenant on imagine on n'interagit pas du tout avec son enfant? On lui parle pas, peut-être on le met devant la télé ou voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est vrai que, alors, puisque Annabelle vous parlez des écrans, les écrans, c'est un véritable sujet. Vous en entendez parler de tous les côtés. J'en profite pour rappeler qu'avant 3 ans, 0 écran. 0 écran. Même la télé allumée dans le salon, 0 écran. Ça a un effet délétère sur la rétine et sur les hormones, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est vrai qu'un enfant qui, par exemple, vous avez entendu parler de la plagiocéphalie,
La plagiocéphalie, c'est le crâne plat chez les nourrissons. Alors c'est revenu, j'ai pas envie de dire que c'est devenu une mode, non, malheureusement c'est pas bon, mais on en entend beaucoup parler parce que on a maintenant la culture de l'enfant qu'on met dans le transat, et pendant ce temps-là, je peux faire quelque chose. Il est sécurisé, il est dans le transat, il me voit, donc il est content, la vie est belle. Oui, c'est pas tout à fait ça. L'enfant, il a envie de bouger. Il a envie de développer sa motricité globale. Il a envie de se retourner. Il a envie de prendre l'objet qui est là-bas. Ah oui, mais il va tomber du fauteuil. Alors on va l'attacher pour pas qu'il tombe. Ou alors on va le mettre dans un lit à barreaux ou dans un parc. Bon, le parc, moi j'ai utilisé le parc pour mes enfants, c'est pratique, c'est commode, mais c'est pas terrible non plus parce qu'il faut que l'enfant puisse aller explorer. Ça veut dire qu'il faut qu'on sécurise un petit peu l'environnement autour duquel il se trouve. Et donc, cette notion de découverte fait que l'enfant va aller lui-même un petit peu plus loin et qu'il faut l'accompagner et il faut être présent. Et la question que vous posiez, nous avons, une expérience assez forte, c'est la séparation de la mère et de l'enfant autour de l'accouchement. Il arrive parfois qu'une maman ne puisse pas voir son bébé parce qu'on a dû faire une césarienne en urgence, parce que la maman a fait une hémorragie de la délivrance et qu'on a dû la transférer en soins intensifs et que, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, le bébé ne voit pas sa maman pendant les premières heures, voire même pendant les premiers jours. Et nous savons maintenant, et c'est pour ça qu'on développe ça dans toutes les maternités qui le peuvent, ou dans tous les hôpitaux, ce sont des unités kangourous, vous en avez entendu parler, ça se développe de plus en plus, et nous-mêmes, moi-même, quand j'ai un bébé qui a besoin d'oxygène, et on lui met une sonde, il est parfois même intubé, ventilé avec de l'oxygène, on le met dans les bras de la maman. Ou du papa. On fait du pot à pot. Alors les mamans on dit du pot à pot, et pour les papas on dit du pot à poil. Bon, mais on les met dans les bras. Le contact direct est essentiel parce qu'on sait maintenant, c'est valable pour le fœtus, mais c'est valable pour le nouveau-né, et c'est valable après, dans les années qui suivent. Le lien est extrêmement important parce que du coup, de sentir la maman, de sentir le papa dans la bienveillance, dans l'accompagnement, dans l'écoute, pas forcément dans l'injonction. Il ne faut pas être dans l'injonction, il faut être dans l'accompagnement. Eh bien, l'enfant, il prend confiance et il va aller plus loin. Dans votre cabinet de Strasbourg, où viennent consulter de nombreux enfants, d'ailleurs de toutes origines, vous m'aviez parlé en fait notamment des différences culturelles entre certains pays. Vous parliez de l'Inde juste avant. Et quel est selon vous celui dont les pratiques sont les plus respectueuses de l'enfant, mais aussi créatrices finalement d'autonomie? Est-ce que c'est un mix de pays? Est-ce que c'est un seul pays qui a raison? Vous parliez de l'Allemagne, de la Norvège avant. Alors c'est vrai que c'est aussi une dimension très agréable de mon métier, et en particulier à Strasbourg, parce qu'à Strasbourg, on a une communauté, c'est une ville très cosmopolite, et il y a de toutes les nationalités, et je me suis amusé un jour à faire un pointage pour voir l'origine de mes patients. Bon, j'avais fait ça il y a un certain nombre d'années, et j'étais assez surpris de voir qu'au moins 50% des enfants que je suivais avaient au moins un des deux parents qui était non français, qui était étranger. Allemand, autrichien, anglais, américain, ouzbek, turc, enfin, le monde entier. Et ça, c'est très enrichissant parce que quand on voit des jeunes parents, là j'ai eu l'exemple de Somaliens, réfugiés somaliens, il y a quelques jours, qui sont arrivés, qui sont dans un état très complexe parce qu'ils sont réfugiés, mais avec une culture de l'enfance qui est totalement différente de la nôtre. Et du coup, avec le temps, au contact avec ces différentes cultures, on s'enrichit de ça. Parce qu'on doit écouter aussi ce qu'ils nous disent. Il y a des choses qu'ils font eux et que nous ne faisons pas ou que nous ne faisons plus et qui sont bien pour l'enfant. Et du coup, on peut en faire profiter d'autres enfants. Et pour aller plus loin, je vais dire un truc qui va faire grincer les dents, pas très politiquement correct, mais au fond, dans notre pays, on achète des bouquins. C'est bien, il faut acheter des bouquins, surtout celui-là. Mais j'ai envie de dire, au fond, on devrait presque pas en avoir besoin. On doit plus s'écouter. Eh bien, quand je vois des parents qui viennent d'Afrique noire, ils ont nettement moins de problèmes que nous. Je ne parle pas quand les enfants sont plus grands. Mais en tous les cas, dans la petite enfance, pourquoi? Parce qu'il y a une proximité de l'enfant avec la tribu, avec les grands frères. On lui laisse faire plein de choses.
il va découvrir la paillote, il va aller ceci, cela. Évidemment, il y a du risque, il y a du danger, il y a des accidents, il y a une mortalité infantile qui est nettement plus élevée que chez nous, ça c'est certain. Mais il y a une proximité de la cellule familiale où il y a toujours quelqu'un pour prendre le relais et qui fait que ce sont des enfants qui sont souvent moins stressés. En tous les cas, chez les petits, dans la petite enfance. Plus tard, c'est autre chose. Alors, il y avait aussi quelques questions d'internautes qui auraient aimé être présents aujourd'hui, mais avec des tout petits, c'est pas toujours facile. J'ai vu quelques nouveau-nés et petits enfants dans la salle, mais de se déplacer, et notamment pour privilégier l'éveil, il y a cette question de est-ce qu'il faut plutôt mettre son enfant à la crèche, chez une nourrice? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux? Alors ça, c'est oui. Alors évidemment, tout dépend si c'est un premier enfant ou un deuxième enfant. Qu'est-ce qu'on doit gérer à la maison? Est-ce que les deux parents travaillent? La crèche ou l'assistance maternelle, c'est toujours un déchirement pour les parents, souvent plus pour les mamans que pour les papas, parce que voilà, je vais devoir me séparer de mon enfant, je vais devoir le confier à une structure ou à une personne, et au fond, il y a des tas de progrès que je ne verrai plus. Alors, je crois qu'il ne faut pas s'angoisser à cause de ça. Un enfant fait des progrès tous les jours, il continuera d'en faire même chez les parents. Il faut faire confiance, il faut choisir le mode de garde le plus approprié, parce que souvent il y a des problèmes d'horaire, il y a des parents qui terminent de travailler tard le soir, et là, les horaires de crèche ne conviennent pas. Donc à ce moment-là, ils se tournent plutôt vers une assistante maternelle. Il faut se faire conseiller, avoir une copine, ah oui tiens je te conseille un tel, elle est vraiment très bien, etc. Et c'est souvent le bouche à oreille qui joue. Et puis maintenant, je dois dire que dans les crèches, et je suis moi-même pédiatre dans quelques crèches ici à Strasbourg, je vois des éducatrices dans les crèches, je vois des directrices de crèches qui ont fait des progrès considérables dans l'accompagnement de la petite enfance, et on fait maintenant beaucoup d'éducation positive, beaucoup de ce qu'on appelle les parcours, je cherche le mot intuitif, hein, on va laisser l'enfant faire le parcours par lui-même plutôt que de le lui imposer. Ça nécessite de changer beaucoup ses propres habitudes, et on ne va pas donner des injonctions à l'enfant. S'il veut aller manger, et que c'est là-bas pour manger, mais pour y aller, il veut faire le détour par là-bas, on va le laisser faire. C'est ce qu'on appelle de l'intégration sensorielle et de l'intégration du parcours. Et justement, à un moment dans votre livre, vous parlez de fait de prêter, par exemple, un jouet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit tiens, tu vas prêter ton jouet à la fille. Faut pas dire la fille, il faut dire le prénom de la fille, parce que cette fille a un prénom. Et c'est vrai que, est-ce que finalement, c'est intégré, notamment dans les crèches, ou si on est chez une assistante maternelle et qu'il n'y a pas d'autres enfants, comment on fait pour éveiller justement cette intégration un peu sociale, finalement, de l'enfant, pour pas qu'il reste en fait tout seul et qu'il pense que tout est à lui et qu'on ne peut pas partager? Alors ça accompagne tout le livre. Cette notion de partage chez l'enfant dans tous les ateliers, dès tout petit, il faut apprendre à un enfant. Évidemment, un enfant, un bébé, il est tout seul au début. Et puis, ça n'est qu'à partir de l'âge de 8-9 mois qu'il rentre dans ce qu'on appelle la période de l'angoisse de la séparation. Ça commence vers 8-9 mois. Et il commence à pleurer quand il voit un visage dont il n'a pas l'habitude. Et il s'accroche à ses parents. Et ça dure jusque vers 14, 16, 18 mois. Ça dépend des enfants. Et alors, bonne nouvelle, derrière, une fois que ça se termine, là, on rentre dans le non, la période du non. Allez. Alors, en général, quand les parents ont un enfant de 9 mois, je leur dis, oh, écoutez, profitez-en parce que vous avez encore rien vu. Vous verrez quand il aura 18 mois. Alors, le fait de les prévenir un peu en amont, ça aide un peu. Mais c'est vrai que l'enfant va avoir des progressions, et plus il grandit, plus il comprend qu'il est une personne, et plus il comprend que, moi, je vais faire comme les adultes. Papa, il est sur son smartphone, c'est autorisé, moi, je veux aussi mon smartphone. Quelle va être la réponse de l'adulte? Je vais lui donner le smartphone, je vais avoir la paix. Et vous savez, on voit des trucs comme ça, enfin je vous fais pas un dessin, hein, où parfois on voit dans le bus ou ailleurs un gamin de 9 mois qui tient le smartphone, qui fait un peu n'importe quoi dessus, et il fait ça parce que les parents veulent avoir la paix. C'est grave. Alors moi, je les rate pas, les parents, dans ces cas-là. Je leur dis gentiment, on trouve les mots qu'il faut, hein, mais on explique parce que parfois on ne se rend pas toujours compte en tant que parent. Donc cette notion d'apprentissage de l'éveil vers l'autre, de partage vers l'autre, elle est essentielle. Et c'est vrai qu'un petit enfant n'a la notion de groupe que vers l'âge de 5 ans.
C'est-à-dire qu'un enfant, c'est le rôle de la maternelle, justement, c'est d'apprendre à l'enfant, eh bien, voilà, tu es une personne, mais tu appartiens à un groupe. Et le groupe, il existe parce que, justement, tu es une personne. Voilà comment fonctionne un groupe. Et c'est essentiel, cette sociabilisation. Et avec les ateliers et les jeux que je développe là, eh bien, en permanence, j'ai veillé à ça. Et d'ailleurs, pour chacune des fiches, je dis quel type d'éveil, quel type de développement ça va accompagner. Merci beaucoup Arnaud. Peut-être que quelqu'un dans la salle a des questions à poser. J'arrive. Merci. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la valorisation de l'enfant en prenant l'exemple de la maman qui fait semblant de ne pas savoir qu'il faut changer la couche de son enfant. Et le petit enfant de 18 mois à 2 ans qui va chercher la couche et qui sera très content d'avoir aidé sa maman. Alors, est-ce que, en fait, ça passe plutôt, cette compréhension de l'enfant, de ce qui est attendu par sa maman, est-ce que ça passe plutôt par la mimique ou est-ce qu'il est déjà capable de comprendre à travers le langage ? Si vous me permettez de préciser que j'ai dans mon environnement quotidien une petite fille de 22 mois à laquelle je prête beaucoup d'attention et j'ai un débat permanent avec la maman sur ce qu'elle est capable, la petite fille, de comprendre. Est-ce qu'il faut d'ailleurs lui parler lentement parce qu'elle a peu de vocabulaire et elle a plus de chances de comprendre, ou est-ce qu'on peut lui parler à la vitesse normale, ce que fait sa maman, en supposant qu'elle comprendra quand même. Donc, en fait, à quel moment, alors que la petite fille, elle ne peut pas encore parler, à quel moment est-ce qu'on peut considérer qu'elle comprend ce qu'on lui dit ? Alors 22 mois, c'est un âge extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à 24 mois, il y a un examen obligatoire chez les enfants où nous voyons et nous faisons un peu une photographie sur les progrès dans le domaine de la motricité fine, l'audition. À 22 mois, bonne nouvelle, elle comprend tout ce que vous lui dites. À 22 mois. À 22-24 mois, un enfant a en général une 50aine de mots dans son vocabulaire. Mais il en a beaucoup plus dans sa compréhension. À 22-24 mois, il sait dire 50 mots, 60 mots, 40 mots, ça dépend des enfants. Évidemment, à condition qu'il n'ait pas d'otite à répétition ou qu'il y ait un retard d'acquisition de langage. Mais il comprend beaucoup de choses. Et c'est pour ça que, et c'est j'ai compris le sens de votre question, et il y a souvent des conflits de génération. C'est pas toujours facile de dire à sa fille ou son fils, mais tu crois pas que, oh là, mais de quoi il se mêle lui ? Et être grand-parent, d'ailleurs je vais écrire un bouquin pour les grands-parents, avec toi Odile, on pourrait faire ensemble, hein ? On va le faire ensemble. Odile Bagot qui est là et qui sort un livre extraordinaire sur les perturbateurs endocriniens, une gynécologue de grand renom à Strasbourg, qui est sorti ton livre, hein ? Il sort le 6 mars. Le 6 mars. Et les grands-parents, c'est compliqué parce que nos propres enfants croient qu'on sait tout. Bah non, on a oublié. Quand on écoute les grands-parents, ses propres enfants, ils ont tous marché à 7 mois et ils étaient propres à 15 mois. Enfin, 12 mois, ou 11 mois même, je crois, docteur. Ouais, 11 mois, il était propre. C'est bizarre, mon petit-fils, il n'est pas propre encore. Bon, donc, les grands-parents, c'est souvent eux qui culpabilisent le plus leurs enfants. Du genre, et ma fille, tu veux allaiter ? Oh, mais ça va te fatiguer. Allez, hop, cuit, fini l'allaitement. Et il y a comme ça il y a des tas de trucs qu'on fait, mais maman ou papa, papa aussi, on fait des remarques à 2 balles parfois, mais qui vont être mal interprétées par son propre enfant, et ça peut avoir une répercussion sur la génération d'après. Donc oui, un enfant à 22 mois comprend beaucoup de choses, et il faut utiliser les bons mots. Il ne faut pas dire, au moment où le docteur va faire une piqûre, ah ben non, le docteur, il va pas te faire bobo. Alors déjà, le mot bobo, on oublie, parce qu'il faut utiliser les bons mots. Il faut utiliser, il va pas te faire mal, ou il va te faire mal. Et là, en l'occurrence, bah oui, il va lui faire mal. Donc il faut lui dire quelque chose d'approprié. Le médecin va te faire un peu mal, mais ça ne va pas durer longtemps. Et franchement, ça commence déjà chez le nouveau-né. Déjà chez le nouveau-né. Un bébé, il est capable de comprendre beaucoup de choses, il intègre, il va
avoir, vous savez, à la naissance, un bébé, il a le cerveau archaïque, il a le cerveau émotionnel qui prend le dessus, et petit à petit, il a son fameux néocortex, c'est-à-dire son nouveau cerveau, qui va se construire à partir de tout ce qu'il va intégrer, de tout ce qu'il va recevoir. La vision, le son, le toucher. Le toucher est essentiel chez un bébé. Il faut toucher un bébé, il faut le caresser, c'est hyper important. Eh bien, tout ça, ça va lui permettre d'intégrer, de mémoriser, et effectivement, il ne faut pas être trop loin de lui, il ne faut pas parler à toute allure, il faut parler de manière cohérente. On ne va pas lui dire papa, maman, nous allons rester en soi parce que nous avons une conférence après. Non, là, il ne va rien comprendre. On va lui dire les mots, poser, et petit à petit, il va comprendre. Et à telle enseigne, et ça j'en parle d'ailleurs, j'ai une fiche là-dedans, c'est sur les fameux réveils nocturnes. Vous savez, les réveils nocturnes, les bébés, à partir de 12 mois ou 9 mois, commencent à avoir des réveils. Je ne parle pas des terreurs nocturnes, mais les réveils nocturnes, ça commence vers 9-12 mois. Et ben, les réveils nocturnes, c'est un bébé qui se réveille, très agité, mais il n'est pas conscient. La plupart du temps, il se rendort tout seul. Il ne faut pas le réveiller, il ne faut pas le prendre dans ses bras, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et souvent, les parents sont un peu démunis. Et en fait, un truc que j'ai breveté, entre guillemets, mais que je propose aux parents d'appliquer, qui marche très bien, si c'est un enfant qui a 12 mois ou 18 mois, et qui va par exemple à la crèche, je dis aux parents, mais vous vous rendez compte, tout ce qu'il est en train d'intégrer pendant son sommeil, toutes les images qui ont défilé devant lui pendant sa journée, tous les sons qu'il a entendus, etc. Pour l'endormissement le soir, vous allez faire en sorte qu'il s'endorme de manière apaisée. Les fameux rituels du coucher. Mais les rituels du coucher, ça ne veut pas dire on va raconter une histoire. Non, c'est l'enfant qui va raconter une histoire. Ça rejoint ce que vous demandiez à propos de l'enfant de 22 mois. Ah oui, 22 mois, raconter une histoire avec 50 mots. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ben oui, et à 12 mois aussi. À 12 mois, un nouveau-né comprend beaucoup de mots. Et ce que je suggère toujours aux parents, c'est quand ils vont accompagner l'enfant dans le lit pour qu'il rentre dans la phase de sommeil, parce qu'un petit bébé, il rentre souvent dans une phase de sommeil agité dans le sommeil, eh bien, on va lui donner des mots, lui délivrer des mots. Par exemple, on est à côté de lui, on va lui dire « Papa ». Ah, ça, il réagit. « Voiture ». Ah, voiture. « Escalier ». Des mots simples qui ont accompagné sa vie depuis 1 an ou 18 mois, des mots qu'il comprend. Pimpon, manger, cuisine, tomber, jouer. Et on donne comme ça une dizaine, une vingtaine de mots à l'enfant, à cet âge-là, et on regarde sa réaction. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire, parce qu'il y a forcément sur ces mots, l'un ou l'autre, où son regard va complètement être capté. Il va tourner le regard. Ça me parle. Eh bien, c'est une manière pour lui de raconter une histoire. Il tourne le regard, il ouvre les yeux, il intègre, et c'est une émotion qu'on descend finalement de son cerveau à émotion, son cerveau émotionnel, et ça va être un truc de moins qui va risquer de le réveiller la nuit et de provoquer un réveil nocturne, voire même une terreur nocturne quand il sera un peu plus âgé. Voilà, c'est ça les enfants. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il y en a tellement que... Bon, mais tout est dans le livre, on va dire. Tout est dans le livre, voilà, tout est dans le livre. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud Fersdorf, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot avant de... Moi, je voudrais tous vous remercier d'être venus. Je suis très touché. Je suis très touché par la présence d'un certain nombre d'entre vous qui ont fait l'amitié aussi de venir, que je n'avais pas vu depuis un certain nombre d'années. Je suis très heureux d'avoir eu Annabelle à mes côtés, parce que c'est une première pour Annabelle, à la librairie Kléber. Et Annabelle, elle est top, parce qu'elle fait plein de choses. Et, enfin bon, bref. Et je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci à vous. Et pour ceux qui le veulent, si vous voulez, je fais quelques dédicaces, je vais me mettre au fond, je crois qu'il y a une table. Voilà.